Merci à toutes et tous. Alors d'abord, je voudrais me féliciter de la tenue de ce débat. Initialement, c'était une idée qui avait émergé à une assemblée de circonscription et on s'était dit que c'était important que finalement la gauche rassemblée arrive à dialoguer avec les associations sur un certain nombre de sujets et qu'on réinitie un certain nombre de débats. Et on avait choisi ce thème et je remercie vraiment l'association du 6-8 des Amis du Printemps Marseillais d'avoir organisé ce débat. Je remercie aussi les acteurs et actrices qu'on a entendus tout à l'heure. D'abord parce que je pense qu'elles font honneur à notre pays et au pays qui finalement est déshonoré par les politiques d'accueil, parce que c'est pas finalement la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est pas ça notre pays. Notre pays, c'est pas laisser les gens à la rue. Voilà. Et je pense que vous rendez toutes et tous par votre action sur le terrain honneur à notre pays. Je voulais vous remercier. Ensuite, je voulais commencer par dire, et ça me semble important, que derrière finalement le concept d'immigration, le terme, et je suis d'accord avec l'idée qu'il faut parler de réfugiés, finalement on parle d'hommes et de femmes et on oublie le drame. Et moi je voulais rappeler quand même qu'il y a 2000 personnes qui sont mortes cette année en Méditerranée parce qu'on a une politique de fermeture des frontières qui est complètement inadéquate par rapport aux enjeux de migration. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut commencer par ça. Après, je ne peux pas m'empêcher de parler du contexte. Contexte qui est vraiment grave sur deux aspects. D'abord, il est grave d'un point de vue du racisme systémique. On vit un moment dans notre pays où on a une fascisation rampante de l'ensemble du personnel politique. Il y a quand même un ministre qui a demandé, enfin maintenant on est du délit de tweet au faciès quand même à Benzema, voilà, et c'est tous les jours on a des sorties de ce type-là qui visent à stigmatiser un certain type de population. Et donc ce contexte de racisme, en fait, il impacte évidemment la question de la migration, hein, parce que si on ne comprend pas ce contexte et la pression de l'extrême droite qui est extrêmement forte dans notre pays, on ne comprend pas comment tous les acteurs politiques finalement se retrouvent petit à petit entraînés dans une dynamique très très mortifère concernant l'immigration. Et puis comment ne pas dire un mot aussi de la situation internationale, de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, de ce qui s'est passé en Israël avec les attaques terroristes. Pourquoi j'en parle ? Parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai toujours lié la question de la colonisation et la question de l'impérialisme avec la question du racisme et des migrations. Évidemment, tout est lié. C'est parce que il y a un système, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est le responsable de la LDH, c'est parce qu'il y a un développement inégalitaire sur la planète. C'est parce qu'il y a des pays dont on pille les ressources dans le sud que se retrouvent des générations entières de jeunes qui qui vont dans le désert, qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie pour venir travailler en France. Voilà. Et ça, il faut quand même qu'on en ait toutes et tous conscience. Alors maintenant, quelques chiffres, parce que je pense que c'est toujours important d'avoir quelques éléments chiffrés sur tout ça. Il y a actuellement 7 millions d'immigrés en France, et en gros 3,3 millions viennent d'Afrique, 2,3 millions d'Europe, et donc on voit en fait qu'on a un imaginaire des migrations, mais finalement il y a quand même aussi 2,3 millions de migrants qui viennent d'Europe, et ça correspond à 10% de la population. Mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que c'est quelque chose d'assez ancien en France. Au début du XXe siècle, il y avait déjà 1 million d'immigrés en France. La France a toujours été, de par sa position géographique, a toujours été un pays d'immigrés. Moi, je suis assez bien placé pour le savoir, parce que dans mes 4 grands-parents, j'en ai un espagnol, un italien, un allemand. Voilà. Donc déjà, c'est... Et donc, actuellement, finalement, 30% des Français, actuellement, sont d'origine étrangère. Et finalement, on vit bien toutes et tous ensemble. Et on s'enrichit, finalement, de ces migrations. Donc ça, il faut peut-être le rappeler, parce que ça permet aussi de dédramatiser et de casser ce discours sécuritaire et qui lie, finalement, insécurité et migration. Et puis moi, je rappellerai aussi un truc, quand même, c'est qu'il y a 1,7 million de Français qui vivent à l'étranger. On oublie ça, hein. Et est-ce que imaginez que votre conjointe ou votre conjoint décide d'aller vivre en Chine. Imaginez que la Chine vous dise, vous n'avez pas le droit de rester en Chine si vous ne parlez pas chinois. Non mais faites-vous le truc inverse. C'est totalement inhumain. Bien sûr qu'il va falloir, j'y reviendrai, aider ceux qui arrivent dans notre territoire à apprendre la langue, mais en faire une condition, c'est totalement inhumain en fait, cette affaire. Donc voilà, moi je voudrais quand même rappeler ça, et c'est toujours utile de se mettre dans la position qu'un jour, ça sera nous, peut-être, qui serons contraints de migrer en Norvège ou en Suède, hein, le changement climatique. Bon. Alors moi, j'en arrive à mon rôle de parlementaire, puisque on a eu effectivement un projet de loi immigration. Alors il a été présenté, vous avez suivi, au Conseil des ministres le 1er février, et puis finalement, au moment où il était en commission des lois au Sénat, le processus a été interrompu. Et comme quelqu'un l'a dit, c'est le 21e loi en 22 ans. Donc en fait, ils en font une par an, hein, c'est simple. Bon.
Et alors, pourquoi en fait ils sont quand même dans une impasse? On ne sait pas encore exactement comment ils vont sortir de leur impasse. Parce que d'un côté, ils veulent faciliter les régularisations pour plaire au patronat, et c'est ce que souhaite faire une partie de la majorité, parce qu'ils ont un problème dans certains secteurs en tension, c'est pour ça qu'ils vous parlent de ça, et que finalement le patronat met une pression assez forte pour faciliter la régularisation de certains sans-papiers, parce qu'ils ont besoin de travailleurs. Bon. Et d'autre côté, il y a la pression de la droite, qui refuse en fait toute facilitation de l'immigration. Et donc on est dans cette tension, en fait, qui est une tension au sein du grand patronat et au sein des classes dominantes sur ces questions-là. Alors globalement, je le dis très clairement, la France Insoumise et le groupe de la France Insoumise est contre cette loi, mais c'est le cas de tous les groupes de la NUPES, hein, je pense que je ne me trompe pas, et toutes et tous, on a toujours dit, on a dit depuis le début qu'on était contre ça. Et en ce qui nous concerne, on est contre la régularisation des seuls métiers en tension, parce qu'on est pour la régularisation de tous les travailleurs sans papier. Et pourquoi c'est extrêmement important? Parce que là, l'idée, c'est d'utiliser les travailleurs de manière très injuste, comme fusible d'ajustement économique, pour trouver des salariés corvéables à merci. Et ça, on est contre ça. On est contre d'avoir deux types de migrants, certains qui seraient corvéables à merci, qui auraient accepté de travailler dans des métiers en tension, et d'autres qu'on renverrait dans leur pays. Ça, c'est absolument inadmissible. C'est fondamentalement contraire au principe d'égalité, qui est une de nos devises. On ne peut pas accepter ça. Alors, dans la loi actuelle, je vais vous décrire très rapidement la loi. Il y a 3 volets. Il y a un volet travail, il y a un volet sécurité, et il y a un volet droit d'asile. Alors, sur le volet travail, et ça c'est la loi dans sa version initiale, c'est-à-dire celle qui était déposée au Parlement en première lecture. Bon. La première chose, c'est qu'ils veulent faciliter l'obtention d'un titre de séjour dans les métiers en tension. Alors, en gros, il n'y a pas grand-chose de très avantageux. D'abord, c'est sur les métiers en tension, on est contre, mais en plus, l'idée, la seule avancée, c'est d'avoir besoin que de 8 fiches de paie au lieu de 24. Bon. Et puis, il faut aussi avoir travaillé 3 ans en France. Mais ce qui est vraiment inutile et inefficace, y compris si on était pour la régularisation des travailleurs sans papier, c'est que le titre sera délivré qu'1 an. Et toutes les préfectures nous disent, mais en fait, ça va être l'enfer. Tous les ans, ça va être l'enfer. Et ils n'ont pas, finalement, les effectifs pour travailler là-dessus. Le projet de loi crée aussi une carte de talent spécifique. Bon, alors ça... Bon, en gros, c'est les médecins, c'est pour dire qu'il y a certains métiers, on en a vraiment besoin, puis c'est des gens très intéressants pour nous. Voilà, donc c'est innommable. Bon. Ensuite, il y a l'idée de conditionner la première délivrance d'une carte de séjour donc à la maîtrise du français. Bon, ça, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait des cours gratuits, massifs, pour tous les migrants, pour tous ceux qui souhaitent apprendre notre langue, mais bien sûr, mais le rendre ça obligatoire, c'est totalement abject, en fait. Et y compris, ça va être une inégalité entre eux, parce que tous et toutes n'ont pas la même facilité pour apprendre la langue française. Voilà. Et il y a quand même un aspect sur l'habitat indigne. Alors, il y a un aspect, l'idée c'est de pénaliser les propriétaires qui sont les marchands de sommeil. Bon. Alors c'est bien, on peut se dire c'est bien, mais non. Parce qu'en réalité, il n'y aurait pas de marchand de sommeil si on y avait de l'habitat d'urgence et que si l'État faisait réellement ce que dit Audrey, c'est-à-dire si l'État prenait ses responsabilités, il n'y aurait pas de marchand de sommeil. Donc au lieu de les pénaliser et puis remettre les gens dans la rue, eh ben, en fait, il faut ouvrir des places d'hébergement. C'est aussi simple que ça. Deuxième volet sur la sécurité. Alors là, le projet de loi facilite donc les expulsions pour les étrangers. Et quelqu'un l'a dit, mais je vais vraiment vous citer la loi, enfin le projet de loi, qui constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Et ça, en fait, comme finalement c'est laissé au jugement des administrations, ça ouvre la porte à tout. Puisque si vous faites un tweet, non mais sincèrement, puis alors j'arrive au deuxième truc, proposer de refuser l'accueil et le séjour d'étrangers qui rejettent les principes de la République. Alors comme maintenant on sait que si vous ne faites pas un tweet sur ce qui s'est passé dans le massacre d'Israël, mais que vous faites un tweet pour dénoncer à Gaza, vous ne respectez pas la République, puisque c'est ce qu'ils ont dénoncé pour Benzema. C'est pas que j'aime Benzema, hein, par ailleurs. Bon. Mais juste, c'est quand même hallucinant cette affaire. Bon. Très rapidement, les uns et les autres, et puis même ceux qui sont là en France depuis longtemps, peuvent se retrouver être virés parce qu'on ne respecte pas Non mais où on va? Enfin, c'est extrêmement grave. Troisième aspect, et j'en finirai là-dessus, sur la partie de la loi, il y a affaiblissement du droit d'asile. Ça a été dit par les uns et les autres, les acteurs tout à l'heure, surenchère sécuritaire, notamment avec des contrôles transfrontaliers,
création de pôles de France Asile, avec un affaiblissement, et ça a été dit, c'est extrêmement grave, de la Chambre nationale du droit d'asile, avec un seul juge qui statuera au lieu d'une collégialité pour statuer sur le droit d'asile. Et puis, alors, une réduction, un durcissement des règles de recours. Et en fait, c'est très simple, on diminue tous les délais et on augmente et on diminue les catégories de recours. Hein. Donc, pour ceux qui accompagnent les migrants, ça va être les demandeurs d'asile, ça va être de plus en plus difficile de faire valoir le droit. En gros, c'est un peu la même chose qu'on fait dans toutes les administrations publiques, c'est qu'on rend tellement compliqué l'accès au droit qu'à la fin, les gens, ils ne demandent plus leurs droits. Voilà. C'est partout, c'est la politique partout. Alors, le pire, c'est que ça s'est durci au Sénat, j'ai pas le temps de vous le détailler, mais avec des quotas migratoires, un durcissement, tu l'as signalé, sur les règles de regroupement familial, et globalement, c'est les deux gros durcissements. Alors, moi, je vais vous maintenant parler des solutions très rapidement pour conclure. En fait, des solutions, elles existent si on ne considère pas l'immigré comme un problème, ou pire comme un délinquant en puissance, mais comme un être humain, et un être humain source de richesse, avec lequel, qui a le droit de travailler, et avec lequel on va faire société. Alors, la première, et vraiment l'urgence absolue, on est tous et toutes d'accord ici là-dessus, c'est prendre en charge les personnes exilées, et grâce à des structures d'accueil et d'hébergement en nombre suffisant. Si on ne le fait pas, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on pousse les gens soit dans la misère et le drame absolu, soit dans les réseaux de délinquance. Ça a été dit, mais là, les réseaux de Nigérians, en fait, pour les femmes, du coup, c'est aller plus dans la prostitution. Il y a des viols répétés, en plus de la prostitution. C'est terrible, c'est l'horreur. Et après, aller reconstruire les gens quand, en fait, ils ont subi ça. Bon. Première chose. Deuxième chose, régularisation de tous les travailleurs et travailleuses sans papier. C'est ce que nous proposons à la France Insoumise. Troisième chose, régularisation de tous les étudiants et parents des sans-papiers d'enfants scolarisés. Et moi, je voulais juste vous raconter quelque chose. J'ai été visiter, comme j'ai le droit, le centre de rétention administrative à Marseille. J'ai été frappé d'y voir énormément et une grande majorité d'Algériens. Une grande majorité d'Algériens qui étaient là en France depuis 10, 20, 30 ans, qui avaient des femmes françaises, des enfants français et qu'on renvoie en Algérie. Voilà. Et au dépit du droit international et des accords qu'on a avec l'Algérie. Bon. Et donc c'est quand même inhumain. Imaginez, et après vous allez voir des ministres qui vous disent « Ah ben ils ne s'occupent pas de leurs enfants, oui les pères sont en Algérie parce qu'on les a envoyés en Algérie. » Bon, c'est quand même pas terrible. Ensuite, la restauration de la liberté de circulation au sein de Schengen, la dépénalisation du séjour irrégulier des enfants et de leurs parents, la présomption de minorité, évidemment pour les mineurs non accompagnés, et l'augmentation de la capacité d'accueil des établissements et du service médico-légal. Je continue. Il faut systématiser la prolongation des prises en charge des jeunes après 18 ans, notamment car c'est absolument important qu'ils soient pris en charge et que ça ne s'arrête pas à 18 ans. Quelqu'un l'a dit. À 18 ans, normalement les jeunes ils sont heureux à 18 ans. C'est toi qui l'as dit, je crois, Manu. Et après 18 ans, du coup, en fait, c'est l'enfer parce qu'ils ils deviennent en fait sans papier. Augmenter le nombre d'unités pédagogiques, c'est ce que j'ai dit, pour les élèves allophones. Bon, je pourrais les lister, mais vous voyez bien en fait que globalement, et puis à la fin, je pense qu'il faut aussi rétablir le droit du sol pour les enfants des Français. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur ces éléments fondamentaux. Donc vous voyez bien, moi ce que je pense, et je suis assez content du débat qu'on a pu avoir quand on intervenait les uns les autres à l'Assemblée, j'aimerais vous dire, je sais que la NUPES est mise sur la sellette aujourd'hui, mais j'aimerais vous dire quand même qu'à l'Assemblée nationale, quand on intervient sur ces questions-là, il n'y a pas une feuille à papier de cigarettes, c'est ça qu'on dit, entre nous, les uns et les autres. Les trois quarts du temps, on dit exactement la même chose. Et globalement, sur ces questions-là, je pense qu'on a besoin d'un discours de gauche offensif. Parce que si on n'a pas un discours de gauche offensif et qu'on se cache en espérant en fait raser les murs, et en fait on se fait laminer par le discours de la droite et de l'extrême droite qui vise à diviser les populations, qui vise à diviser les hommes contre les femmes, qui vise à diviser les migrants contre les Français, et à la fin pour qu'ils puissent finalement faire tranquillement leur politique et au profit d'une extrême minorité. Et je pense que là, on a sur ces sujets-là et comme d'autres, et j'espère qu'on fera d'autres débats pour montrer ça, pour donner à voir ça. Je pense qu'en fait, la gauche est prête à gouverner, elle est prête, elle le fait déjà à Marseille, elle le fait déjà dans des tas d'endroits. Et moi, je pense qu'il faut qu'on regagne l'espoir, y compris sur ces questions-là. On peut convaincre nos concitoyens. Je vous remercie.